Bonsoir et bienvenue à tous pour cette deuxième webconférence dédiée aux actualités en hépatologie. Je suis ravi d'accueillir nos deux experts, le docteur Hélène Fontaine de l'hôpital Cochin à Paris. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et le docteur Alexandre Louvet du CHU de Lille. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors je tiens à remercier dans un premier temps les laboratoires MSD qui ont permis la réalisation de cette webconférence. Et chose très importante, vous pouvez poser toutes vos questions à nos deux experts via l'adresse mail webconf@afef.asso.fr tout au long de la soirée. Là, vous avez ici le sommaire donc, de la soirée avec 4 parties principales. Et nous allons donc sans plus tarder commencer avec Hélène et une première diapositive sur la vaccination contre l'hépatite B, Hélène. Oui, tout à fait. Cette étude avait pour but d'analyser les effets à long terme de la vaccination contre l'hépatite B chez les enfants. En comparant 1509 patients chez qui un carcinome hépatocellulaire a été diagnostiqué entre 1983 et 2011 à un âge jeune, puisque les patients étaient âgés de 6 à 26 ans au moment du diagnostic. Et ces 1509 patients étaient comparés à des patients sans carcinome hépatocellulaire dans 2 cohortes taïwanaises, donc des cohortes de population générale. Alors là, le premier message de cette étude était que chez ces 1509 patients, la très grande majorité d'entre eux, c'est-à-dire 1343, étaient nés avant la mise en place de la vaccination systématique qui a eu lieu en 1984 chez les enfants de mères antigènes HBs positives et qui a été élargie en 1986. 166 patients étaient nés après la vaccination systématique et donc ceci a permis d'évaluer des incidences qui étaient de 0,23 pour 100 000 patients années surveillés chez les patients vaccinés, beaucoup moins par rapport aux 0,92 chez les patients non vaccinés. Et ces différences étaient significatives, quelle que soit la tranche d'âge, 6-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans et 20-26 ans. Donc ceci confirme que la vaccination de l'enfant en pays endémique diminue le risque de carcinome hépatocellulaire, y compris chez l'enfant et chez l'adulte jeune. Alors, déjà 2 questions de nos auditeurs. Peut-on espérer la même évolution dans d'autres régions endémiques, comme par exemple l'Afrique subsaharienne? Et une deuxième question d'actualité, il existe aujourd'hui une pénurie pour certains lots. Est-ce que la forme pédiatrique est concernée? Alors je vais d'abord répondre à la deuxième question qui est effectivement un point d'actualité. Donc la pénurie va toucher les lots adultes mais pas les lots pédiatriques heureusement. Et donc on pourra continuer à réaliser les sérovaccinations et compléter les vaccinations chez les enfants, en particulier bien sûr chez les patients, chez les enfants des patientes antigènes HBs positives. Pour la première question, un des objectifs de l'OMS est de réduire la prévalence de l'hépatite B dans le monde et principalement en Afrique subsaharienne où c'est un réel problème. Mais il y a certains obstacles qui vont gêner la vaccination systématique des enfants. Le premier obstacle étant le manque de dépistage de la sérologie B chez les patientes enceintes et le fait aussi que dans certaines zones, les femmes n'accouchent pas en milieu médicalisé et donc les enfants ne pourront pas bénéficier de la sérovaccination à la naissance. Et ils peuvent en bénéficier dans certains programmes de vaccination, mais seulement à la 6e semaine de vie, ce qui est parfois trop tard. Merci. Une deuxième présentation. Alors, il s'agit toujours de la prévention de la transmission materno-fétale, cette fois-ci avec du ténofovir, dans une étude réalisée chez 200 patientes qui avaient donc un antigène HBs positif avec une virémie élevée à plus de 200 000 unités par millilitre et qui étaient randomisées dans 2 groupes. Un groupe de patientes était traité par 300 mg de ténofovir à partir de la 30e semaine de grossesse jusqu'à la 4e semaine après l'accouchement et l'autre groupe de patients n'était pas traité. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que le traitement par ténofovir a permis de diminuer le pourcentage d'enfants infectés de 18 à 5% en intention de traiter et en per protocole, c'est-à-dire quand les patientes avaient le traitement complet, le pourcentage d'enfants infectés chez des mères traitées par ténofovir était à 0%. Donc on a vraiment une autre preuve de l'efficacité du ténofovir dans la transmission materno-fétale chez les patientes qui ont une forte charge virale au 3e trimestre de la grossesse. Et bien sûr, tous les enfants avaient une sérovaccination complète à la naissance, quel que soit le groupe. Alors là encore, 2 questions, du même auditeur cette fois. Faut-il arrêter le traitement après la grossesse chez la mère? Et modalité de la surveillance de la charge virale chez les patientes
porteuses de l'antigène HBS avec une charge virale basse au début de la grossesse. Alors même si les patientes ont une charge virale basse au début de la grossesse, il faut la vérifier au 6e mois de façon à pouvoir avoir le temps de récupérer les résultats pour les traiter par tenofovir si la charge virale est élevée. Après, sur la question de l'arrêt du traitement par tenofovir après la grossesse, il faut bien sûr vérifier que la patiente n'a pas d'indication thérapeutique telle que donnée par les recommandations ESL. Si la patiente a de toute façon une indication à avoir un traitement par tenofovir, il faut à ce moment-là ne pas l'arrêter. Chez les autres patientes, on l'arrête. Un cas particulier peut se présenter chez des patientes qui veulent avoir plusieurs enfants de façon rapprochée. On peut se poser la question à ce moment-là d'arrêter le tenofovir après une 2e ou une 3e grossesse. Et de toute façon, il faut surveiller la possibilité d'une réactivation par le bilan hépatique et l'ADN viral jusqu'à ce que la patiente ait retrouvé son statut initial. Très bien. Le travail sur les facteurs de risque de progression de l'hépatite chronique B? Oui, alors ça c'est une étude intéressante parce qu'elle a repris un grand nombre de patients et également qu'elle a été réalisée en France, donc dans un pays européen, et on a moins de renseignements sur l'histoire naturelle de l'hépatite B en Europe qu'en Asie. Donc cette étude a repris des données chez 48 189 patients qui avaient été hospitalisés entre janvier 2008 et décembre 2013 et qui avaient une hépatite B chronique. Et ces données reposent sur les renseignements enregistrés par la base de données PMSI. Donc chez ces patients-là, des événements ont eu lieu. 15% des patients ont eu une progression de la maladie, 8% des patients ont été transplantés et 11% des patients sont décédés. Le premier message de cette étude, c'est que les comorbidités étaient très fréquentes chez les patients qui avaient une progression de la maladie, qui avaient dû être transplantés hépatiques ou qui étaient décédés, puisque les comorbidités existaient entre 72 et 75% des cas. Alors après, si on regarde les facteurs de risque hépatologiques qui peuvent être associés à une progression, soit en termes de décompensation, soit en termes de carcinome hépatocellulaire, on va retrouver de façon assez attendue les co-infections D et C, qui favorise d'ailleurs encore plus le carcinome hépatocellulaire que la décompensation. On va retrouver aussi la surconsommation d'alcool et le diabète, qui va favoriser un peu plus les décompensations que les carcinomes hépatocellulaires, et puis d'une façon plus générale les autres causes d'hépatopathie. Quand on regarde cette fois-ci des facteurs de risque non hépatologiques, on va retrouver de façon assez surprenante un rôle relativement protecteur de la co-infection VIH. On va retrouver aussi un rôle relativement protecteur des maladies néoplasiques, pulmonaires ou cardiovasculaires, mais ce dernier groupe de maladies, les résultats avec ce dernier groupe de maladies concernent la mortalité compétitive. Autrement dit, si on meurt assez tôt de maladies cardio-respiratoires, on n'aura pas le temps de mourir de l'hépatopathie. Et puis, on va retrouver une surmortalité qui persiste chez les patients ayant des maladies rénales sévères, dialysés et transplantés rénaux. Donc, en pratique, l'objectif de cette étude avait été d'identifier des facteurs de risque de progression en insistant sur les co-infections par le VHC et par le VHD qu'il faut absolument dépister et prendre en charge chez ces patients, la surconsommation d'alcool et le diabète qu'il faut également dépister et prendre en charge pour éviter une progression, dépister également toutes les autres comorbidités et pathologiques, et bien sûr il faut dépister la co-infection VIH même si celle-ci n'était pas un facteur de risque d'évolution vers une maladie sévère dans cette étude. Et finalement, c'est pas un petit peu surprenant que cette co-infection VIH n'était pas associée à une moins bonne évolution dans ce travail? Si, tout à fait. C'était un résultat assez inattendu, mais en fait, cela peut s'expliquer par plusieurs choses. D'abord, l'hépatite B est diagnostiquée de façon assez précoce chez les patients VIH, puisqu'elle fait partie des maladies à dépister systématiquement. Elle est traitée de façon précoce, quelle que soit finalement la virémie. Et elle est traitée par tenofovir et FTC, donc un traitement qui est bien efficace et bien toléré. Et les patients sont moins souvent perdus de vue qu'au cours de la monoinfection, et ceci peut tout à fait expliquer qu'on ait finalement l'absence d'aggravation chez les patients VIH. D'accord. Alors est-ce qu'on peut arrêter les analogues?
Alors ça, c'est une bonne question, puisque on sait quand les commencer, mais on ne sait pas quand les arrêter. Donc l'objectif de l'étude de Papa Theodoridis était de pouler les résultats de 24 études, ce qui représente 1716 patients, avec un suivi assez prolongé, puisque tous les patients avaient été suivis au moins 1 an. Et vous voyez sur le graphique que le pourcentage de patients qui va rester en rémission virologique diminue au cours du temps. 36 mois après l'arrêt du traitement, on est à 38% de patients qui restent en rémission virologique, donc 60% de patients qui ont réactivé. Et le pourcentage de réactivation était plus important chez les patients antigènes HBE négatifs, on était à 70%, et 50% chez les patients antigènes HBE positifs. Alors, dans cette population de patients antigènes HBE positifs initialement, les patients qui avaient une persistance de la rémission virologique la plus fréquente étaient les patients qui avaient eu une séroconversion HBE au cours du traitement. Et chez ces patients-là, on était à 88% de rémission virologique persistante 2 ans après l'arrêt du traitement, alors que de façon globale, ce pourcentage était à 50%, tout patient antigène HBE positif confondu. Donc la persistance de la rémission virologique concerne 30% des patients qui sont antigènes HBE négatifs, 50% des patients antigènes HBE positifs, ce qui veut dire que les autres réactivent et qu'après l'arrêt d'un traitement par analogue, il faut absolument continuer le suivi pour dépister cette réactivation et retraiter les patients si besoin. Donc moi, dans ma pratique, j'avais tendance à n'arrêter les analogues que quand il y avait une séroconversion HBS, bien sûr, à condition que la tolérance soit correcte. C'est plus vrai, ça ? Alors si, c'est vrai, c'est ce qui est d'ailleurs recommandé par les guidelines de l'EASL, c'est-à-dire que chez un patient antigène HBE négatif initialement, qui sont les plus fréquents, on arrête les analogues uniquement si on a une négativation de l'antigène HBS qui est persistante pendant plus d'1 an. Mais dans cette analyse poolée, certains patients avaient arrêté leur traitement sans avoir ce critère-là. Là, tu as ensuite choisi de nous parler d'un nouveau traitement pour le delta. Oui, mais il y a relativement moins de littérature sur l'hépatite delta que sur les hépatites B ou C. Là, il y a une piste intéressante qui est le Mircludex B. Le Mircludex est un inhibiteur du récepteur d'entrée hépatocytaire du virus de l'hépatite B et de l'hépatite D. Et cette étude avait pour but de regarder l'efficacité et la tolérance de ce médicament, donné soit en monothérapie, soit en bithérapie avec l'interféron pégylé, comparé à l'interféron pégylé seul. Donc les résultats que vous voyez là actuellement sont des résultats préliminaires, puisqu'ils sont donnés à la 24e semaine de traitement, et comme vous le voyez, les schémas thérapeutiques sont plus longs. Donc il s'agissait dans cette étude de 24 patients, tous co-infectés BD, tous antigènes HBE négatifs, ce qui représente la majorité de nos patients. Et l'objectif principal de cette étude était d'essayer de mettre en évidence une diminution du dosage quantitatif de l'antigène HBS. Alors là, l'étude est négative pour cet objectif principal. Il n'y avait pas de variation significative du dosage de l'antigène HBS. Il y avait une diminution significative de l'ADN VHB uniquement chez les patients qui étaient traités en bithérapie, Mircludex et interféron. Concernant la virémie delta, ce qui est finalement ce qui nous intéresse le plus, l'ARN delta a diminué chez tous les patients. Et chez 2 patients des 2 groupes en monothérapie, l'ARN passait en dessous du seuil de détection, et le nombre de ces patients était plus important dans le groupe en bithérapie, puisque par contre là il s'agissait de 5 patients qui avaient un ARN indétectable au bout de la 24e semaine. L'autre point important, c'est que la tolérance était correcte. Il n'y avait pas d'événement indésirable grave lié au Mircludex. Un seul événement indésirable grave a été observé dans le 2e groupe, mais était relié à l'interféron. Donc c'est une piste intéressante pour l'avenir. À suivre, tu me tends la perche, c'est quoi la suite? Oui. Alors il va y avoir d'autres protocoles réalisés avec le Mircludex et l'interféron, mais on a toujours des interrogations quant au schéma optimal de l'association de ces 2 molécules. L'hépatite E. Alors l'hépatite E, pour suivre l'ordre dans l'alphabet. Donc cette étude était une analyse de la séroprévalence de l'hépatite E en recherchant les IgG et les IgM chez des patients donneurs de sang, donc 10 500 répartis sur toute la France et sur quelques territoires outre-mer.
Et cette séroprévalence était analysée en fonction des données épidémiologiques. Alors ces données épidémiologiques étaient recueillies par des questionnaires spécifiques remis aux patients. Il y avait les données épidémiologiques habituelles, mais aussi la localisation du lieu de vie, du lieu de l'exercice professionnel, de la profession, des conditions d'hygiène et également des habitudes alimentaires et en termes de boissons. Alors, le premier message de cette étude, c'était d'établir une séroprévalence globale qui était à 22% sur le territoire français, avec des grandes disparités, entre 8% en Haute-Loire et 86% en Ariège de patients qui avaient des IgG positifs. Le deuxième point, c'était de regarder le pourcentage de patients qui avaient des IgM. Donc ce pourcentage est plus faible, mais dans les zones hyper-endémiques, données par les IgG, on avait également, c'est également dans les zones dans lesquelles on avait la prévalence la plus élevée d'IgM. Et enfin, le dernier point, et peut-être le plus intéressant, c'est le fait d'avoir pu individualiser des facteurs de risque associés à l'hépatite E, qui étaient l'âge, la consommation de viande, de saucisses de foie de porc, de gibier, d'abat, d'huîtres, qu'on connaissait comme des facteurs de risque de contamination par l'hépatite E, mais également le fait de consommer de l'eau du robinet. Et ça, c'était aussi un facteur de risque d'hépatite E. Donc voilà, la conclusion de cette étude, c'était le fait que l'hépatite E était endémique en France, avec des régions hyper-endémiques dans le sud-ouest, dans le sud-est et un petit peu dans certaines régions de l'est de la France, avec dans les facteurs de risque alimentaires la consommation d'eau probablement contaminée. Alors justement, il y a un auditeur qui répondit sur ce point, l'eau contaminée. Est-ce qu'il faudrait recommander de ne pas boire d'eau du robinet chez les patients immunodéprimés ? Alors c'est une question qu'on peut se poser effectivement, sachant que le fait de boire uniquement de l'eau du robinet ne suffira probablement pas. Il faut à ce moment-là aussi laver les légumes et les fruits avec de l'eau qui ne vient pas du robinet, ce qui peut être problématique, mais il est sûr qu'il va falloir se poser des questions d'après les résultats de cette étude et ça pourrait éventuellement peut-être déboucher sur des modifications en termes de santé publique. Une seconde sur les manifestations neurologiques de l'hépatite E. Oui, alors c'est vrai qu'on parle de plus en plus des manifestations neurologiques de l'hépatite E et le but de l'équipe de Zou était d'expliquer les manifestations neurologiques au cours de cette infection en recherchant la présence de virus dans le système nerveux central. Donc plusieurs points ont été analysés dans cette étude. Le premier, c'est de mettre en évidence, après inoculation du virus de l'hépatite E dans des cultures de différentes lignées de neurones, le fait que le virus de l'hépatite E était capable d'infecter les neurones in vitro, mais également de se répliquer et d'obtenir en fait une progression de particules virales, comme vous pouvez le voir sur la figure à droite. Ensuite, les auteurs ont inclus de la ribavirine dans le milieu de culture des cellules infectées et ont mis également en évidence une efficacité in vitro de la ribavirine avec une diminution de la réplication du virus de l'hépatite E dans les neurones. Ensuite, sur le plan in vivo, ils ont inoculé des virions par voie intraveineuse à des souris et à des singes et ont pu montrer ensuite, après le sacrifice des souris et des singes, qu'il y avait du virus de l'hépatite E dans le système nerveux central de ces animaux. Et enfin, ils ont regardé dans une série de 18 patients qui avaient des manifestations neurologiques liées à l'hépatite E. Chez ces 18 patients, 14 d'entre eux avaient une PCRE qui était positive dans le plasma et ils ont retrouvé une PCR positive également chez 6 patients dans le LCR. Donc tous ces points sont des arguments qui sont en faveur d'un rôle direct du virus de l'hépatite E dans les manifestations neurologiques. D'accord. À ce propos, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les différentes manifestations neurologiques qu'on peut observer au cours d'une hépatite E ? Oui, alors c'est vrai que la liste a tendance à augmenter. Il y a le syndrome de Personnage-Turner, les syndromes de Guillain-Barré, certaines méningites, des ataxies cérébelleuses, des polyradiculonévrites, des neuropathies périphériques et également des amyotrophies névralgiques. Oui, donc il faut y penser très souvent. Exactement. Et les neurologues ont tendance à demander le dépistage de l'hépatite E dans des manifestations neurologiques atypiques. Très bien, merci Hélène pour ce premier round. On va passer à Alexandre et quelques actualités sur les complications au sens large de la cirrhose. Alexandre. Oui, au sens large, effectivement. Alors, on commence par l'hémorragie digestive par hypertension porte.
Et ce travail coréen, qui en fait est une étude randomisée dont l'objectif était de démontrer les effets hémodynamiques splanchniques du carvedilol en comparaison au propranolol. Alors le propranolol est très utilisé en France, le carvedilol l'est moins. Et l'objectif de cette étude était de démontrer si les patients qui prenaient le carvedilol ou le propranolol pendant 6 semaines avaient une réponse hémodynamique satisfaisante ou non. Alors cette réponse était définie par une baisse du gradient portosystémique de plus de 20% ou une diminution en dessous du seuil de 20 mm de mercure, qui est le seuil, on va dire, le mieux validé pour le risque hémorragique en ce qui concerne les varices. Alors, dans ce travail, eh bien, ce critère de jugement il était atteint plus fréquemment chez les patients qui étaient traités par carvedilol, en soulignant que dans ce travail, il s'agissait d'une prophylaxie primaire. Donc, les patients n'avaient jamais saigné auparavant sur des lésions d'hypertension porte. Alors, quand on prend l'ensemble de l'analyse, effectivement, on était vraiment à la limite de la significativité. Avec les réserves qu'on peut avoir sur les analyses de sous-groupes, les auteurs observaient que la réponse hémodynamique était en fait plus importante quand l'hépatopathie était plus sévère, qu'elle soit définie par le score MELD ou le score de Child. Donc il se confirme effectivement une réponse hémodynamique plus importante. Bien entendu, avec 6 semaines de traitement, il n'était pas possible de mettre en évidence une réduction du risque hémorragique. C'était beaucoup trop court. On s'attendait à avoir ce type d'événement beaucoup plus tard dans le suivi. Mais c'est finalement un travail qui va dans le sens des recommandations américaines, qui recommande effectivement l'utilisation de cette molécule en prophylaxie primaire, puisque cette molécule, pour le moment, n'a pas fait suffisamment la preuve de son efficacité en prophylaxie secondaire chez quelqu'un qui a déjà saigné. Alors, une première question concernant cette thématique. Quelle dose préconisez-vous pour le carvedilol? Pour la dose, je crois qu'on peut effectivement rester assez proche de ce qui est recommandé par la SLD, dans des recommandations qui viennent juste de sortir. L'idée est de débuter à 3,125 mg le matin et le soir et d'augmenter progressivement jusqu'à 6,25 mg matin et soir. Alors il y a un point qui est important à rappeler avec le carvedilol, c'est que contrairement au propranolol et aux autres bêta-bloquants, il n'y a pas d'objectif de fréquence cardiaque. L'idée est d'obtenir une dose que le patient développe ou non un ralentissement de la fréquence cardiaque. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit un petit peu changer dans notre logiciel d'hépatologue. Donc l'idée, c'est effectivement de commencer assez doucement. Le point également qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une baisse de la pression artérielle qui est un petit peu plus importante avec le carvedilol qu'avec le propranolol ou les autres bêta-bloquants, d'où l'intérêt effectivement d'y aller doucement et progressivement dans les augmentations de dose. Et des études avaient montré qu'on ne gagne pas en montant à plus de 12,5 mg. On perd probablement en tolérance. Pardon. Une étude sur le rythme? Oui, sur le rythme de ligature, effectivement, qui est aussi une question qui est de la pratique quotidienne. Alors, dans ce travail, qui était également un travail randomisé, les patients qui venaient de saigner sur une complication d'hypertension porte, sur une rupture de varice œsophagienne, étaient randomisés 7 jours après l'épisode hémorragique, en association au bêta-bloquant, en 2 groupes, ligature élastique toutes les semaines, ligature élastique tous les 15 jours. Et le critère de jugement principal de cette étude, c'était l'éradication des varices au bout de 4 semaines. Et ce critère de jugement était atteint plus fréquemment quand on faisait des ligatures toutes les semaines. Alors, il y a bien entendu toujours une petite crainte en se disant mais si on fait des ligatures trop régulières, on risque peut-être d'augmenter le risque hémorragique, d'augmenter le risque de dysphagie, voire de sténose œsophagienne. Ça n'était pas observé dans cette étude. Alors, effectivement, c'est une étude à relativement court terme, si on peut dire. Néanmoins, il n'y avait vraiment pas du tout de différence en termes de tolérance entre les 2 bras. On observait simplement une efficacité plus importante pour éradiquer les varices, ce qui irait effectivement dans le sens de rapprocher les séances avec une sécurité qui est plutôt bonne, avec comme bémol le fait que c'est parfois difficile dans nos services hospitaliers ou en clinique d'organiser des séances avec un rythme hebdomadaire. Ce n'est pas toujours très simple, mais on va dire que cette étude donne des arguments pour le faire malgré tout. Donc pour toi, finalement, le rythme optimal, c'est probablement entre 1 et 2 semaines et faire le maximum pour ne pas dépasser ces 2 semaines. Voilà, parce qu'effectivement, on peut raisonnablement penser que si on espace davantage les séances, le risque de mal contrôler les varices et du coup d'augmenter la récidive hémorragique augmente. Donc effectivement, 1 semaine, 15 jours maximum, ça semble être
le délai idéal. Tu veux nous parler du TIPS? Oui, c'est-à-dire que bon, comme c'est toi le maître de cérémonie, je ne peux pas ne pas citer ce papier-là. Donc c'est un travail collaboratif français dont l'objectif était d'évaluer l'intérêt du TIPS chez des patients qui avaient une acite difficile à traiter. Alors la définition dans cette étude, c'était le fait d'avoir eu plus de 6 parasynthèses dans les 3 mois. Donc c'est finalement une acide difficile à traiter, mais pas une acide extrêmement compliquée à traiter, complètement réfractaire, pour laquelle le TIPS a déjà un petit peu démontré son efficacité. Alors, c'était donc un travail randomisé, TIPS ou parasynthèse, et le critère de jugement principal était la survie sans transplantation. Et bon, les courbes de survie se passent de commentaires. Les patients qui bénéficiaient d'un TIPS avaient une survie sans transplantation de 93% à 1 an, contre 52% chez les patients qui bénéficiaient des parasynthèses. Alors, assez logiquement, il y avait beaucoup plus de parasynthèses chez les patients qui étaient traités précisément par les parasynthèses, 320 contre 32 chez les patients qui bénéficiaient du TIPS. Et on réduisait également, et ça expliquait probablement également la réduction de la survie sans transplantation. Il y avait une réduction du risque d'hémorragie digestive, une réduction du risque de complications de hernie. Et l'un des éléments qui était très rassurant dans cette étude, c'est que le TIPS est un facteur potentiel d'encéphalopathie hépatique, mais la survie sans encéphalopathie hépatique était identique dans les deux groupes. Donc un message finalement assez rassurant sur le risque d'encéphalopathie hépatique chez des patients qui bénéficient d'un TIPS pour une acide réfractaire. On vient de recevoir une question. C'est vrai qu'on est amené à traiter des malades de plus en plus âgés. Y a-t-il pour vous un âge au-delà duquel le TIPS ne vous paraît pas raisonnable dans cette indication? Alors c'est compliqué de répondre parce que en fait, la plupart des patients dans les séries qui bénéficient d'un TIPS ont un âge, on va dire, autour de l'âge des complications de la cirrhose, c'est-à-dire en gros entre 50 et 60 ans. Et on a assez peu de patients plus âgés qui ont plus de 65-70 ans. Faute de données, effectivement, on a envie de se dire qu'il faut être prudent, notamment compte tenu du fait que le TIPS finalement augmente le débit cardiaque et ça nécessite un travail supplémentaire au myocarde. Alors, nous, ce qu'on fait à Lille, généralement, c'est qu'on ne propose que très rarement le TIPS après l'âge de 65-70 ans. Il faut reconnaître que ce n'est pas basé sur des choses évidentes en termes de littérature. C'est forcément des attitudes d'équipe. Je pense qu'il faut rappeler quand même aussi chez les patients qui ont une suspicion d'atteinte myocardique et chez qui on n'aimerait pas imaginer arriver à des complications cardiovasculaires, le fait qu'il y a d'autres possibilités. On manque de données actuellement, mais on commence à avoir de plus en plus de rationnels pour l'utilisation de l'alpha-pompe, par exemple, qui est quand même une bonne solution chez les patients qui n'ont qu'une acide réfractaire, avec une fonction hépatique qui est relativement correcte et qui permet vraiment une nette amélioration de la qualité de vie. Donc des discussions au cas par cas après 65 ans. C'est du cas par cas, oui, c'est du cas par cas. Tu voulais nous dire un mot sur les IPP? Oui, parce que les IPP, finalement, ça reste bien entendu une molécule qui est utilisée de manière très très fréquente, notamment chez les patients cirrhotiques, notamment dans la situation de l'hypertension porte. Et ce travail est un travail taïwanais qui vient juste de sortir, qui est en fait une étude nichée dans une étude en population générale, donc avec un échantillon, vous voyez, qui est quand même tout à fait large. L'objectif était d'évaluer si les patients qui prennent des inhibiteurs de la pompe à protons développent plus d'encéphalopathie hépatique que les patients qui n'en prennent pas ou peu. Et alors, on va passer sur la méthodologie, mais il y avait un certain nombre de modèles multivariés qui étaient évalués, avec comme autres paramètres testés en analyse multivariée, un certain nombre de molécules, notamment les benzodiazépines, et un certain nombre de comorbidités, évaluées ici par l'index de Charlson. Alors, ce que mettaient en évidence les auteurs, c'était que la dose quotidienne cumulée d'inhibiteurs de la pompe à protons était associée à un risque indépendant de développer une encéphalopathie hépatique, et ce surrisque était observé quel que soit l'IPP, à l'exception du rabéprazole. C'est le tableau de droite, vous voyez que le rabéprazole, effectivement, l'odds ratio n'atteignait pas la significativité alors que ça l'était pour les autres IPP. Et l'autre point également qu'il faut souligner, c'est qu'il y avait un effet
dépendant de la dose, hein, puisque plus la dose cumulée d'IPP était importante, plus le risque d'encéphalopathie était important, et ce, quel que soit le modèle multivarié considéré. Alors un bémol quand même, puisque les IPP, vous le savez sans doute, ont été accusés également de favoriser les infections du liquide d'acide. Alors là encore, on n'a malheureusement que des études de cohorte, des études cas témoins avec des méthodologies un petit peu différentes. On dit effectivement que les IPP semblent favoriser l'encéphalopathie, semblent favoriser l'infection du liquide d'acide, mais assez souvent, l'ensemble des données ne sont pas disponibles pour faire un ajustement. Et par exemple, dans ce travail taïwanais, on n'a pas de données sur la sévérité de la cirrhose, on n'a pas de données sur la consommation d'alcool. Donc finalement, est-ce qu'on regarde sous un angle un petit peu différent le fait qu'il s'agisse de patients qui ont l'hépatopathie la plus grave, qui prennent le plus d'IPP et qui du coup développent plus d'encéphalopathie? C'est possible. Donc je crois qu'il faut être prudent. C'est clairement une classe de médicaments qui est prescrite à très très large échelle dans la population de patients cirrhotiques. Je crois qu'il n'y a pas de doute sur le fait que quelqu'un qui a une indication valide d'IPP eh doive poursuivre ce traitement. Ça, je crois que cette étude en tout cas ne démontre pas le contraire. En revanche, il faut sans doute être prudent chez les patients pour qui l'indication d'IPP n'est pas si évidente. Donc tant pour le risque en fait supposé d'encéphalopathie ou de surrisque d'infection du liquide d'acide, il faut se poser régulièrement la question de l'indication réelle des IPP, tenter un arrêt quand il n'y a pas vraiment une indication. Oui. Et puis rappeler que les IPP n'ont jamais démontré, notamment dans la situation de l'hypertension porte à risque hémorragique, que les IPP n'ont jamais démontré qu'ils diminuaient le risque de saigner dans la complication qu'est la rupture de varices œsophagiennes ou la rupture de varices gastriques. Et du fait de l'effet supposé dose, de probablement utiliser la dose minimale la dose efficace. minimale efficace en rapport avec l'indication pour laquelle l'IPP est validée. Très Absolument. bien. Les disaccharides. Oui, les disaccharides, du neuf avec du vieux ou l'inverse. Oui, les disaccharides, le lactulose, le lactylol, qui sont des molécules qu'on utilise beaucoup dans l'encéphalopathie hépatique. Alors, cette méta-analyse, en fait, j'ai choisi ce travail-là, mais elle est également complémentaire d'un travail qui a été publié dans la revue de la Cochrane Database, qui démontre également des éléments intéressants en ce qui concerne la méta-analyse sur 2 critères de jugement différents. Alors, vous avez ici, donc, à gauche et à droite, la méta-analyse des disaccharides en comparaison au placebo dans la réduction donc, de l'encéphalopathie hépatique, mais également de la mortalité, via un certain nombre d'essais randomisés. Certains sont anciens, avec parfois des méthodologies pas forcément optimales, mais ce qui apparaît assez clairement de cette méta-analyse, c'est donc l'effet bénéfique, et ce, qu'il s'agisse d'une encéphalopathie hépatique minime ou d'une encéphalopathie hépatique clinique patente. L'autre point, c'est qu'il n'y a pas de différence d'effet mise en évidence dans cette méta-analyse entre le lactulose, le bon vieux Dufalac, essai générique qu'on utilise beaucoup en France, et le lactylol, qui est quand même nettement moins utilisé en France, mais utilisé davantage dans les pays anglo-saxons. Et l'autre point, faute de temps, je ne vous montre pas de figure, mais il y a également un rôle de ces disaccharides en prévention et en traitement curatif de l'encéphalopathie. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas d'encéphalopathie hépatique au moment où vous le voyez, mais qui a développé un épisode antérieur, il y a un intérêt à débuter ou à poursuivre un traitement par lactulose ou lactylol pour éviter la récidive, et quelqu'un qui est hospitalisé pour un épisode d'encéphalopathie hépatique, quel que soit le facteur déclenchant, il y a également un rôle bénéfique. Alors on parle bien sûr quand même d'un effet qui n'est pas un effet magique, mais il y a quand même une amélioration, une supériorité par rapport au placebo. Pas de réaction au webconf@aff.asso.fr. Les choses ont l'air assez claires. Sarcopénie, c'est aussi un sujet à la mode. Oui, c'est un peu à la mode la sarcopénie, parce que c'est vrai que la masse musculaire des patients cirrhotiques, on ne s'en est pas trop occupé en fait, ces dernières années. Il s'avère que c'est quand même un déterminant de la mortalité. Alors il y a pas mal d'études sur le sujet, en attente de greffe, en association au score MELD pour essayer de prédire de manière optimale les complications ou le décès. Et puis la question qui est en miroir, c'est est-il possible finalement d'avoir une réversibilité de cette sarcopénie, de cette malnutrition protéique chez les patients cirrhotiques. Alors il s'agit d'un essai randomisé australien,
qui a inclus 101 patients. Alors il s'agissait d'hommes qui ont reçu donc un analogue de la testostérone, l'indécanoate de testostérone, par voie intramusculaire pendant une durée de 12 mois. Alors l'objectif était évidemment d'augmenter la masse musculaire des patients cirrhotiques. Alors c'est le cas, vous voyez donc sur les deux graphiques de gauche le fait que la masse maigre augmente après administration d'analogue de la testostérone par voie intramusculaire, alors que la masse graisseuse diminue en comparaison donc aux patients traités par placebo. Et puis quand on regarde les conséquences qui sont résumées dans les deux tableaux à droite, eh bien on se rend compte qu'effectivement il y a des modifications morphométriques en ce qui concerne l'état musculaire, mais également, et de manière peut-être un petit peu plus inattendue, un effet osseux, avec une amélioration des différents scores d'ostéoporose, notamment au niveau du fémur, en comparaison au placebo, avec donc, il semble-t-il, un bénéfice musculaire, mais également un bénéfice osseux. Donc c'est possiblement une piste chez les patients qui ont une hypotestostéronémie, puisqu'il faut bien le souligner dans cette étude. Pour être inclus, les patients devaient avoir un dosage de testostérone plasmatique bas. Sinon, c'était un critère d'exclusion dans cet essai. Alors, une réaction super, mais quid du risque de cancer? Oui, alors c'est vrai que le risque de carcinome hépatocellulaire, il est démontré avec des niveaux de preuve essentiellement chez l'animal, mais pas uniquement, puisqu'il y a quand même des séries qui démontrent que l'administration d'androgènes peut représenter un facteur de risque de carcinome hépatocellulaire. Alors c'est sûr que c'est le gros bémol, le gros point négatif potentiel de l'administration des analogues de la testostérone chez les patients cirrhotiques. Alors évidemment 12 mois c'est trop court pour observer un éventuel surrisque de carcinome hépatocellulaire dans cette étude. Je crois qu'il y a quand même un élément qu'il faut souligner dans ce travail, c'est le fait qu'il ne s'agissait pas de surcompenser des patients avec de la testostérone. L'objectif était en quelque sorte de restituer un état hormonal proche de la normale, puisque seuls les patients qui avaient une testostérone plasmatique basse étaient inclus. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas un petit peu majorer le risque de carcinome hépatocellulaire dans cette étude. Elle ne le démontre pas, mais en tout cas, prudence. Néanmoins, quand on voit les différentes études qui sont sorties ces dernières années, notamment de l'équipe de Sinclair, cette équipe australienne qui a effectivement beaucoup publié sur le sujet, on voit quand même un effet pronostic particulièrement important de la sarcopénie et de la baisse des hormones sexuelles mâles. Donc c'est sans doute un point qu'il ne faut pas oublier dans la prise en charge des patients cirrhotiques. Hélène, tu as l'air intriguée, tu veux poser une question à Alexandre sur la testostérone? Sur la testostérone, je crois qu'il a pas mal répondu, mais donc ça c'est un traitement qui, par la force des choses, va être prescrit chez les hommes. Est-ce qu'on a une solution hormonale chez la femme cirrhotique sarcopénique? Alors pas trop, malheureusement pas trop. D'un point de vue hormonal en tant que tel, il n'y a pas d'études bien faites qui vraiment aient évalué un petit peu tout ça. À l'instar de ce qu'on voit chez les hommes, il y a effectivement une diminution des hormones sexuelles féminines dans la cirrhose, avec une corrélation qui est assez nette avec le statut de sévérité de l'hépatopathie. Alors actuellement, on en reste à la bonne vieille nutrition, avec un caractère quand même difficile de l'évaluation de la masse musculaire chez ces patients-là, parce que incontestablement, les outils diagnostiques de la dénutrition qui sont utilisés chez les patients non cirrhotiques sont très difficiles à utiliser chez les patients cirrhotiques, ne serait-ce que l'IMC. C'est vrai que l'indice de masse corporelle chez quelqu'un qui a de la cite et des œdèmes, c'est un très très mauvais marqueur de la masse musculaire chez un patient cirrhotique décompensé. Alors du CHC justement. Ben oui, un peu de CHC parce que c'est quand même un élément d'espoir, je crois, cette étude multicentrique internationale avec le regorafenib. Alors c'est un essai qui est sous presse là, dans le Lancet. L'objectif était d'évaluer en seconde ligne du carcinome hépatocellulaire avancé, après progression, après une première ligne de traitement par le Nexavar, si le regorafenib pouvait faire mieux. Alors, bien entendu, les patients devaient avoir bien toléré le Nexavar, avec au moins 400 mg par jour pendant au moins 3 semaines sur les 4 semaines précédentes. Pourquoi est-ce que les patients devaient avoir bien toléré le Nexavar? Parce que le regorafenib, c'est, entre guillemets, le petit frère du sorafenib.
et on pouvait finalement anticiper des effets indésirables assez proches. Il semblait donc difficile de proposer cette molécule à quelqu'un qui aurait mal toléré le sorafenib. Alors, les patients avaient pris en moyenne le Nexavar pendant 8 mois avant la progression, et tous les patients devaient avoir une hépatopathie compensée. Et vous voyez qu'il s'agisse de la survie globale ou de la survie sans progression, une amélioration dans le bras regorafenib, c'est les courbes rouges par rapport au bras placebo. Le regorafenib dans cette étude était débuté à 160 mg par jour, avec possibilité de 2 réductions de dose à 120 et 80 mg par jour. Il y avait un schéma un peu différent par rapport au sorafenib. Le sorafenib, on le donne en continu jusqu'à progression ou intolérance. Pour le regorafenib, dans le cadre de cet essai, c'était 3 semaines sur 4 avec 1 semaine de pause thérapeutique. Et comme on pouvait l'imaginer, eh bien, les effets indésirables sont très proches de ceux observés sous sorafenib, avec de l'hypertension artérielle, de l'asthénie, le syndrome Mapier et les diarrhées. Donc c'est un essai qui est très encourageant. Alors évidemment, ce n'est pas une molécule miracle, mais c'est une molécule qui montre clairement la supériorité par rapport au placebo dans une situation pour laquelle actuellement on est complètement démuni et on n'a aucune molécule qui ait montré son efficacité. Alors c'est une molécule qui est disponible puisqu'elle a une AMM dans d'autres tumeurs solides, pas encore dans le carcinome hépatocellulaire. Est-ce qu'il faut attendre l'AMM? Est-ce que c'est possible sous couvert d'une RCP, bien entendu, est-ce que c'est possible de la prescrire? C'est toujours compliqué de prescrire et de proposer des traitements hors AMM, même si l'AMM effectivement existe dans d'autres tumeurs. Je crois qu'il faut être prudent, hein. On a pu avoir il y a de ça quelques temps, quand on n'avait vraiment pas d'autres stratégies, proposer du Sutent, par exemple, hein, le sunitinib, qui a l'AMM dans d'autres tumeurs, mais dont les essais ont démontré qu'il ne marchait pas en deuxième ligne. Donc je crois qu'il faut attendre l'AMM, qui normalement ne saurait tarder. Alors, bien entendu, la RCP, on rappelle qu'elle a un avis consultatif, hein, donc on n'est pas obligé de suivre l'avis de la RCP. Il semblerait, d'après les bruits de couloir, que l'AMM serait imminente. Donc je crois qu'il est logique quand même d'attendre cette dernière. Pour ma part, je n'ai pas encore débuté de traitement par regorafenib en seconde ligne après progression sous Nexavar. J'insiste bien, je quitte à répéter beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup expérimenté, si on peut dire, dans l'essai RESORCE que vous voyez là. Il faut vraiment que les patients aient bien toléré le sorafenib. Ça, vraiment, c'est central, parce que le regorafenib, c'est quand même une molécule dont la tolérance est loin d'être parfaite. Donc il faut vraiment que les patients aient eu une bonne expérience, si on peut dire, du sorafenib en première ligne. Donc un dernier travail sur la radioembolisation. Oui, la radioembolisation, parce que c'est sans doute une stratégie qui va prendre une place vraiment très intéressante dans l'arsenal thérapeutique contre le carcinome hépatocellulaire. Alors, c'était un essai randomisé de phase 2 qui faisait suite à une étude de cohorte dans laquelle avait été suggéré que la radioembolisation avec l'yttrium 90 permettait d'avoir un taux de nécrose tumorale supérieur par rapport à la chimioembolisation. Donc les mêmes auteurs ont donc proposé cet essai randomisé de phase 2 qui consiste en fait à injecter dans l'artère hépatique des microsphères qui sont chargées d'yttrium radioactif 90. Alors il est important de dire que avant de procéder à cette injection de microsphères chargées, il faut faire une angiographie, une scintigraphie au technétium 99 métastable, l'objectif étant d'identifier, de dépister la présence de collatérales et de fistules artério-veineuses qui pourraient entraîner un risque de dissémination systémique des microbilles chargées. Donc prudence avant la première injection. Ce qui était important de souligner dans cette étude, c'est la différence tout à fait nette de survie sans progression, donc c'est le graphique de gauche, chez les patients qui bénéficiaient de la radioembolisation à l'yttrium 90 par rapport aux patients qui avaient une chimioembolisation. Alors il n'y avait pas de différence de survie globale, mais prudence là encore dans l'interprétation de ces données, parce que vous voyez que beaucoup de patients ont été transplantés. Donc 13 patients ont été transplantés dans le bras yttrium 90, 7 dans le bras chimioembolisation. Étant donné que le suivi des patients était censuré à la date de transplantation, ce n'est pas très étonnant qu'on ne voit pas de différence de survie globale. Ce qu'il faut, à mon avis, surtout retenir, c'est ce chiffre. C'est qu'en fait, il y a 2 fois plus de patients
parmi effectivement des effectifs qui sont de 21 et 24, hein, mais il y a 2 fois plus de patients qui ont pu être transplantés grâce à la radioembolisation par rapport à la chimioembolisation. Et donc dans cette indication, c'est un traitement d'attente avant transplantation hépatique qui paraît très intéressant et dont l'efficacité sera sans doute confirmée dans un essai de phase 3. Donc, juste pour rebondir cette remarque, une question de l'auditeur. En l'absence de survie globale, finalement, quelle est sa place chez les patients qui ne relèvent pas de la greffe, en l'absence de projet de greffe? Oui, alors oui, ça effectivement c'est une bonne question. Ce travail ne permet pas d'y répondre, puisque l'étude n'avait pas un schéma qui permettait de répondre à cette question-là. On peut raisonnablement penser, si on suit, on va dire, les courbes de survie sans progression, qu'assez logiquement, étant donné qu'il n'y a pas l'événement concurrent de la transplantation, que logiquement la survie globale, ce traitement de greffe étant mis un petit peu de côté, la survie globale devrait suivre. Mais c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas de données en tant que telles. Quelqu'un qui n'est pas éligible à la greffe en raison de son âge, en raison de comorbidité, qui en fait empêche d'aller jusqu'à cette procédure-là, on a évidemment très envie d'évaluer l'intérêt de cette stratégie. Mais on va dire qu'il y a de plus en plus de données qui s'accumulent pour démontrer que c'est un traitement qui marche bien, voire très bien. Et il y a également un autre travail qui a démontré l'efficacité dans une situation de carcinome hépatocellulaire avancée avec une thrombose porte tumorale, qui montre également des résultats qui sont très encourageants. Donc à suivre, mais il y aura sans doute une place chez les patients qui ne sont pas éligibles à la greffe. Merci Alexandre, à tout à l'heure, tu pars pas? À tout à l'heure, je reste là. Hélène, l'hépatite C. Encore et toujours du nouveau, j'imagine. Oui, mais on va commencer par de l'ancien. Alors, on va commencer par une étude qui analyse l'efficacité du sofosbuvir et de la ribavirine chez les patients qui sont infectés par un génotype 2. Alors, cette étude est particulièrement intéressante parce qu'en pratique clinique courante, on a l'impression qu'on a moins de patients guéris lorsqu'ils sont infectés par un génotype 2 que par un autre génotype, ce qui pose quand même problème, surtout que ce génotype a bonne presse et que c'est un génotype habituellement facile à traiter. Donc là, l'étude de Welzel regardait l'efficacité et la tolérance dans une cohorte de vraie vie aux États-Unis, qui est la cohorte Target, et qui confirme cette impression clinique, puisque seulement 88% des patients étaient répondeurs virologiques long terme après sofosbuvir, ribavirine, 12 à 16 semaines. Donc en dessous des 90% qui représentent le seuil à partir duquel l'efficacité d'une combinaison antivirale C est dite acceptable. Et on voit également dans cette étude qu'il n'y a pas de bénéfice à prolonger le traitement 16 semaines par rapport à 12 semaines. On voit également que chez les patients cirrhotiques, on a vraiment de très mauvais résultats, puisque là on est plutôt vers les 80%, et que même chez les patients non cirrhotiques, on dépasse les 90%, certes, mais vraiment de justesse. Et dans cette étude, les facteurs prédictifs de réponse virologique étaient le fait de ne pas avoir de cirrhose, d'avoir une albuminémie normale et de ne pas diminuer la posologie de ribavirine, comme on le fait finalement assez souvent pour des problèmes de tolérance. Donc la conclusion était que l'efficacité de cette association était insuffisante chez les patients infectés par un génotype 2, en particulier chez des patients cirrhotiques, des patients qui ont une hypoalbuminémie ou chez lesquels on doit diminuer les doses de ribavirine pour des problèmes de tolérance. Tu as un message à nous faire passer. Il y a nécessairement un futur proche plus rayonnant pour ces patients génotype 2, non? Oui, tout à fait, avec deux associations qui sont très efficaces, sofosbuvir, velpatasvir, qui permettent d'obtenir 99% de réponse virologique soutenue, et glécaprevir, pibrentasvir, qui permettent d'obtenir le même pourcentage chez les patients génotype 2 non cirrhotiques. Et ça permettra aussi de traiter ces patients sans ribavirine, donc avec une meilleure tolérance. Un autre type de combinaison? Oui, alors là c'est une combinaison qui associe un inhibiteur de protéase, un inhibiteur de NS5A et un inhibiteur de NS5B, donc une molécule de chaque classe. Grazoprevir, Elbasvir qu'on utilise maintenant assez largement, associé au sofosbuvir qu'on connaît bien. Et le but de cette étude, c'était en fait d'identifier une durée minimum efficace chez des patients qui étaient infectés par un génotype 1 ou 3. Et cette étude avait inclus des patients génotype 3 cirrhotiques qui, je rappelle, sont les patients les plus difficiles à guérir actuellement. Les durées de traitement variaient de 4 à 12 semaines,
avec, comme vous pouvez le voir, une efficacité tout à fait insuffisante pour les patients traités 4 semaines, puisqu'on était à 32%. Encore insuffisante chez les patients traités 6 semaines, puisqu'on était à peine au-dessus des 80%. Encore insuffisante à 8 semaines, puisque là, on arrive entre 80 et 93%, mais ce n'est pas encore une très très bonne efficacité. Et finalement, on a l'impression que c'est uniquement avec des traitements de 12 semaines qu'on pourra utiliser ce type d'association. Alors, il y avait dans cette étude beaucoup de patients rechuteurs, qui étaient au nombre de 20, et heureusement, ils ont tous été retraités de façon efficace par cette trithérapie associée à la ribavirine. Donc, en pratique, le message de cette étude, c'est que la durée optimale de ce traitement pour l'ensemble des patients serait plutôt de 12 semaines, et en particulier chez les patients cirrhotiques. D'accord, alors j'en profite pour te poser la question. Les médecins qui ne vivent pas l'hépatite C tous les jours comme toi, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu où on en est de l'accès universel au traitement, en particulier quel type de malade, quel type de traitement, et puis nous repréciser qui ne relève pas en fait de présentation nécessairement en RCP? Alors, il est vrai que depuis le mois de janvier, il y a un certain nombre de patients qui peuvent être traités sans que le dossier soit soumis à une ERCP. Ce sont les patients génotype 1 et génotype 4 qui vont être traités par 2 types d'associations, Grazoprévir, Elbasvir, ou la 2D ou la 3D. Et dans ces cas-là, il n'est pas nécessaire de passer par la RCP. Il faut savoir aussi, rappeler que les patients génotype 3 peuvent être traités quel que soit le stade de fibrose, mais ils doivent passer par la RCP. Et donc finalement, les seuls patients qui ne bénéficient pas d'un traitement remboursé, quelles que soient les lésions de fibrose, sont les patients qui sont génotype 2, 5 et 6. Et donc ces patients-là, on ne peut les traiter que dans un certain nombre, que sous certaines conditions, qui sont le fait d'avoir des lésions de fibrose au moins moyennes, d'avoir des manifestations extra-hépatiques, une co-infection VIH ou des facteurs de risque de transmission. Donc ce sont les seuls patients pour lesquels on est encore quelquefois un petit peu bloqué. Et pour encore les du travail à faire pour le traitement universel. Une nouvelle combinaison encore. Oui, alors l'association Glécaprevir-Pibrintazvir qui a été essayée en phase 2 dans les études surveilleurs 1 et 2 chez des patients qui étaient cirrhotiques infectés par des génotypes 1 ou 3. Le génotype 3 est toujours un point majeur dans ces études, en particulier chez les patients cirrhotiques, puisque difficile à traiter. Donc 82 patients ayant une cirrhose compensée ont été traités. On voit que les résultats en termes d'efficacité sont très bons. 96% d'efficacité chez les patients génotype 1, 96 à 100% chez les patients génotype 3, qu'ils soient traités ou non avec de la ribavirine. Finalement, la ribavirine ne semble pas apporter quelque chose de très très important. La conclusion était donc une bonne efficacité, associée également avec une bonne tolérance chez des patients cirrhotiques, y compris les patients génotype 3, qui sont toujours les patients les plus compliqués à traiter. Donc des résultats très intéressants. Et une question de nos auditeurs, est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses particulières à connaître avec ces nouvelles molécules ? Alors, cette combinaison comprend un inhibiteur de protéase. C'est vraiment la classe de molécules qui a le plus d'interactions médicamenteuses. Donc, même si ces interactions sont moins nombreuses qu'avec d'autres inhibiteurs de protéase, il est nécessaire de les vérifier. Donc, les règles sont toujours les mêmes, c'est-à-dire faire le listing des médicaments pris habituellement par le patient avant de débuter le traitement, de les soumettre à un pharmacien ou de regarder sur les sites mis à jour régulièrement s'il y a des interactions, et surtout bien informer le patient qu'il doit contacter son médecin, son hépatologue, avant de prendre un nouveau médicament pendant les antiviraux directs. Alors une trithérapie. Oui, alors là c'est encore une association qui comprend un inhibiteur de NS5B, un inhibiteur de NS5A et un inhibiteur de protéase. Donc Sofosbuvir, Velpatasvir qu'on connaît déjà relativement bien, associé au Voxilaprévir qui est plus récent. Et donc le but de ces associations et de ces études de phase 2 qui sont colligées sur ce tableau, c'est toujours d'essayer de pouvoir raccourcir la durée des traitements. Donc là, ce sont des patients génotype 1 à génotype 6 qui sont traités de 4 à 12 semaines. On retrouve dans ces deux études des patients naïfs, des patients en échec, y compris des patients en échec d'antiviraux directs, des cirrhotiques, des non-cirrhotiques. Et les durées de traitement vont donc de 4 à 12 semaines.
Donc si on regarde un petit peu ligne par ligne, chez les patients génotype 1, 4 semaines est insuffisant, 6 semaines est également insuffisant, 8 semaines commencent à donner des résultats intéressants, mais on a quand même à 89% chez des patients qui sont en échec d'IP, donc on utilisera probablement plus 12 semaines. Chez les patients génotype 2, on a de bons résultats à partir de 8 semaines, mais avec un effectif qui est faible, et donc peut-être que le 12 semaines sera plus prudent. Chez les patients génotype 3, on voit par contre qu'on a des réponses virologiques soutenues qui dépassent les 90%, avec finalement des effectifs qui commencent à devenir très corrects. Et chez les patients génotype 4, comme chez les patients génotype 1, on s'oriente probablement vers des traitements plutôt de 12 semaines. Alors il y avait également 3 patients génotype 6 dans cette étude qui ont tous les 3 guéri, mais l'effectif était vraiment faible. Donc la conclusion, c'est que cette combinaison est bien tolérée et efficace, mais pour des durées qui ne seront pas en dessous du seuil de 8 semaines. Et finalement, est-ce que tu peux nous éclairer sur la place de cette combinaison par rapport à ce qui existe déjà ou ce qui va bientôt sortir là ? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que finalement, il y a un certain nombre de patients pour qui sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir ne va pas faire mieux que sofosbuvir, velpatasvir. Là où ça peut avoir un apport, c'est éventuellement pour réduire la durée de traitement chez les patients génotype 3 et c'est une association aussi qui va être probablement plus développée pour les patients qui sont en échec d'antiviraux directs. Très bien, merci. Alors voilà un sujet polémique, le risque de CHC après traitement par AVD. Alors tout à fait, il y a eu 2 warnings, 2 alertes qui ont été émises en 2016 par l'EMA, la FDA et la NSM. Le premier concerne la survenue de CHC de novo et de récidive de CHC considérée comme en rémission complète après un traitement curatif chez des patients qui vont ensuite recevoir des antiviraux directs. Alors ce qui est très intéressant, c'est de reprendre le numéro d'octobre de Journal of Hepatology où il y a à peu près une douzaine d'études sur le sujet avec des résultats contradictoires. Donc vous avez sur cette diapositive 3 études qui apportent des arguments pour une augmentation du risque de récidive de CHC. Ce sont les études de Reg, Conti et Yang. Donc des séries de 20 à 60 patients. Des patients qui sont tous traités de façon curative, mais il faut noter que dans 2 de ces études, il y a de la chimioembolisation qui n'est pas toujours considérée comme curative. Et le taux de récidive de carcinome hépatocellulaire est relativement impressionnant parce que là, on est presque à 30% avec des suivis de 6 mois. Donc bien sûr, ça interpelle. Et ceci d'autant plus que la majorité de ces patients vont être répondeurs virologiques long terme. Et puis il y avait 2 autres études également qui avaient été publiées dans ce numéro de Journal of Hepatology qui rapportaient un grand nombre de cas de CHC de novo et en particulier dans l'étude de Cardozo, 7,4% de CHC de novo 12 mois après l'arrêt des antiviraux directs alors que ce pourcentage était de 1,3% chez les patients de la même équipe traités par interféron. Donc ça, ce sont les arguments pour. Il y a également des arguments contre qui sont apportés par 5 études. Donc là encore, on a des effectifs qui ne sont pas très importants, ça va de 8 à 30 patients, tous vraiment traités par des traitements curatifs, donc pas de chimioembolisation. Et là, les récidives de CHC sont moins fréquentes. On retrouve des résultats relativement rassurants puisque ça va de 0 à 3% au bout de 8 mois de suivi, 0 à 7% au bout de 15 mois de suivi, 20 et 30% à 1 et 2 ans. Donc là, on arrive dans des pourcentages, disons, attendus. Et dans l'étude de Minami, un point intéressant a été de comparer ces pourcentages à ceux qui étaient observés chez des patients traités par interféron ou des patients non traités. Et vous pouvez voir que finalement, le pourcentage de récidive chez les patients traités par antiviraux directs est inférieur aux 2 autres. Donc ça, c'est vraiment tout à fait rassurant. Alors, pour l'expérience française. Voilà, exactement. Donc, pour essayer d'apporter des arguments pour ou contre cette hypothèse, l'ANRS a réalisé une étude dans 3 de ces cohortes, qui sont la cohorte hépataire, la cohorte Servir et la cohorte Cupult, pour essayer justement d'analyser le taux de récidive de ces CHC, qui, je le rappelle, sont considérés comme étant en rémission complète après un traitement curatif. Alors, dans l'étude hépataire, on avait 189 patients traités par antiviraux directs dans ce contexte, qu'on a pu comparer à 78 patients
non traités par antiviraux directs. Et vous voyez sur la courbe, enfin sur les courbes, qu'il y a une superposition chez les patients traités et non traités du pourcentage de survie sans récidive du carcinome hépatocellulaire. Et si on se situe à un délai de 6 mois après l'arrêt des antiviraux directs, ce qui était le cas des premières études, on avait un taux de récidive qui était de 10,6% chez les patients recevant des antiviraux directs et de 18,7% chez les autres, donc pas de surrisque prouvé. Ces résultats étaient tout à fait cohérents avec les résultats de CIRVIR, qui montraient avec un suivi de 21 mois des incidences de récidive qui étaient non significativement différentes. 1,73 chez les patients traités par antiviraux directs, 1,11 chez les patients non traités par antiviraux directs, cette incidence étant mesurée par 100 personnes mois de surveillance. Et la troisième cohorte, qui est la cohorte QPILT, qui a eu pour objectif de traiter des patients transplantés hépatiques, montrait que le taux de récidive de carcinome hépatocellulaire chez les patients transplantés, donc traités de façon curative, puis traités par antiviraux directs, était de seulement 2%. Ceci permet de montrer qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de récidive de CHC chez des patients qui vont recevoir des antiviraux directs. Un bémol cependant, il y a certaines études, dont une italienne présentée à la SLD, qui suggèrent que l'agressivité de ces récidives, par contre, pourrait être plus importante. Donc il faut se méfier. Donc vigilance, mais pas question de récuser le traitement de manière en tout cas systématique. Non, on ne récuse pas le traitement parce qu'il y aura une diminution du taux de carcinome hépatocellulaire chez des patients qui seront répondeurs virologiques long terme, donc il y a un bénéfice. Par contre, oui, méfiance. Méfiance d'autant plus que les patients qu'on traite par antiviraux directs ne sont pas les mêmes que ceux qu'on traitait par interféron avant. Ces patients sont plus graves et donc, de ce fait, ont plus de facteurs de risque de développer des carcinomes hépatocellulaires. Donc, ne pas hésiter chez ces patients à se servir éventuellement d'une imagerie en coupe pour vérifier l'absence de carcinome hépatocellulaire. C'est justement la question de l'auditeur qui doit te connaître, puisque Hélène, recommanderais-tu une imagerie en coupe avant l'initiation d'un traitement par AVD? Tu as répondu à la question. Et un risque de réactivation virale B également. Oui, c'est ça. Alors ça, c'était le deuxième warning un petit peu plus tardif. La FDA a colligé 29 cas de réactivation qui survenaient soit chez des patients qui étaient co-infectés par le B, donc antigène HBs positif, ou alors chez des patients qui avaient une hépatite B occulte, définie par le fait d'avoir un antigène HBs négatif et un ADN viral positif. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas, on a du mal à savoir quel est le pourcentage de réactivation, puisqu'en fait, on n'a pas le dénominateur. Donc le but de l'étude de Chen, c'était de regrouper les résultats de 36 publications, donc de faire une méta-analyse, pour analyser le taux de réactivation virale B chez les patients traités par interféron ou par antiviraux directs. Et donc les réponses sont au nombre de 3 dans cette étude. La première, c'est que la prévalence de la réactivation chez les patients antigènes HBs était analogue entre les patients traités par interféron et les patients traités par antiviraux directs. On a des prévalences de 14,1% et de 12,2%, donc pas de différence significative. Par contre, il semble que la survenue de ces réactivations soit plus précoce quand les patients sont traités par antiviraux directs, puisque ces réactivations sont décrites pendant le traitement par antiviraux directs, en fait, entre la 4e et la 12e semaine. Donc méfiance dans cette zone-là. Et chez les patients traités par interféron, au contraire, les réactivations étaient décrites après l'arrêt du traitement par interféron. Le deuxième point, c'est que ces réactivations étaient plus souvent liées à une hépatite symptomatique. Et dans cette méta-analyse, une hépatite symptomatique était rapportée chez 12% des patients avec une réactivation sous antiviraux directs, alors que ce pourcentage était de 0% sous interféron chez ces patients. Donc la conclusion, c'est probablement pas plus de réactivation, mais des réactivations plus précoces et des réactivations plus symptomatiques, donc attention. Donc ta recommandation avant de démarrer un traitement par antiviraux direct, si on a des marqueurs du B, on doit chercher systématiquement? Oui, c'est ça. Alors, il faut se méfier parce que quelquefois les patients sont suivis depuis très longtemps et on n'a plus la sérologie. Elle pouvait être complètement négative, le patient non vacciné, et il faut à ce moment-là revérifier la sérologie en pré-thérapeutique. Si le patient est anticorps anti-HBC positif isolé, rechercher une hépatite B cryptique en dosant l'ADN viral B. Et si le patient est antigène HBs positif,
ou qu'il a une baie cryptique, il faut aussi savoir se poser la question de l'indication d'un traitement par analogue de l'hépatite B chez des patients qui sont cirrhotiques ou pré-cirrhotiques. Si ce n'est pas le cas, il faut surveiller le risque de réactivation en faisant un ADN viral, je pense, de façon mensuelle pendant le traitement par antiviraux direct et également une vérification 12 semaines après l'arrêt du traitement au moment où on vérifie la réponse virologique soutenue par rapport à l'hépatite C. D'accord. Des données dans l'hépatite C aiguë maintenant. Oui, tout à fait. Alors l'hépatite C aiguë, c'est un contexte dans lequel on aimerait pouvoir traiter les patients, pas tellement à cause du risque vital immédiat chez ces patients, puisqu'il n'y en a pas, mais comme ces patients ont été contaminés récemment, forcément, ils ont des modes de transmission qui sont en cours et ça représente un danger pour leur entourage. Donc le but est plutôt d'éviter la contamination, la transmission dans l'entourage de ces patients. Donc il y a eu des résultats donnés par une étude ouverte multicentrique allemande qui a traité 20 patients diagnostiqués au stade aigu par sofosbuvir et lédipasvir pendant 6 semaines avec des résultats qui étaient tout à fait intéressants puisqu'on était à 100% d'efficacité. Et la plupart de ces patients étaient donc symptomatiques, puisque cela a permis le diagnostic, et la normalisation des transaminases survenait chez 90% des patients 12 semaines après l'arrêt du traitement. Donc les traitements sont efficaces et bien tolérés. La tolérance était exactement la même que chez les patients qui sont traités à la phase chronique. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une autre étude qui a été présentée ultérieurement, qui concernait cette fois-ci une série de patients co-infectés, avec toujours un traitement à base de sofosbuvir, lédipasvir pendant 6 semaines. Les résultats étaient un petit peu moins bons, de 77%, donc peut-être qu'on s'orientera plutôt vers des traitements de 8 semaines par précaution chez les patients ayant une hépatite C aiguë. D'accord. Mais en mars 2017, finalement, en France, qu'est-ce qui est possible de faire pour l'hépatite C aiguë ? Oui, c'est vrai que là, je parle dans un monde idéal, mais actuellement, on ne peut pas obtenir de traitement remboursé à la phase aiguë. On peut uniquement en disposer à la phase chronique chez des patients qui ont un risque de transmission, justement. Ce qu'on peut simplement faire pour éviter d'attendre trop longtemps, c'est de prévoir le début du traitement au plus tôt, c'est-à-dire 6 mois après la contamination. Et si la PCR est positive 3 mois après l'épisode aigu, on sait que la très grande majorité des patients vont évoluer vers un stade chronique, donc on peut prévoir le traitement chez eux. Le greffé. Alors le greffé, il y a eu des résultats très intéressants qui ont été publiés cette année dans l'étude QPILT, qui a montré chez plus de 500 patients transplantés hépatiques que l'association sofosbuvir et daclatasvir permettait 96 à 100% de réponse virologique prolongée, mais les patients n'étaient pas traités de façon immédiate après la greffe. Et la question que pose l'équipe de Levitsky était de savoir s'il y avait un bénéfice à traiter les patients en préemptif, c'est-à-dire en fait tout de suite après la greffe pour éviter la réinfection du greffon. Donc ils ont traité dans un essai ouvert de phase de 16 patients, tous infectés par un gélotype 1 et n'ayant jamais reçu d'antiviraux direct, par 4 semaines, donc des traitements courts de sofosbuvir et lédipasvir. Le choix du sofosbuvir et lédipasvir a été justifié par le fait d'éviter des interactions médicamenteuses entre inhibiteurs de protéase et les immunosuppresseurs. Et on voit que la réponse virologique soutenue dans cette petite série était assez satisfaisante, puisque finalement on était à 88% parce qu'il y avait un échec, un patient qui a rechuté et qui heureusement a été répondeur virologique long terme après un deuxième traitement de 12 semaines de façon un petit peu plus tardive. Il y a eu un arrêt de traitement nécessaire au 5e jour d'un patient traité en raison d'une diminution du débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute. Et c'était un critère d'arrêt transitoire parce que le sofosbuvir, normalement, ne doit pas être prescrit en dessous de ce seuil. Sur le plan de la tolérance, il a été observé 88% d'effets secondaires, 33% d'effets secondaires sévères, pas de perte du greffon, pas de décès. Alors il est vrai que le pourcentage d'effets secondaires et en particulier d'effets secondaires sévères peut paraître très important, mais il ne faut pas oublier qu'on est vraiment en période de post-greffe immédiate. Donc ça explique probablement ce chiffre important et tous les effets secondaires sévères n'étaient pas liés au traitement. Donc pour toi, des résultats quand même très convaincants. Oui, des résultats convaincants. Si on peut traiter les patients de façon précoce, on pourra peut-être utiliser des traitements plus courts. Et comme si la tolérance est bonne, il y aura une indication à les traiter de façon précoce après la greffe.
Et donc des questions qu'on aime se poser, qu'est-ce qui se passe après l'éradication virale? Oui, le problème maintenant qui se pose, la question qu'on se pose de plus en plus souvent, c'est de savoir comment il faut suivre des patients qui sont répondeurs virologiques soutenus et qui ont des lésions de cirrhose ou des lésions pré-cirrhotiques. Alors, on a des études qui permettent de répondre à cette question. Ce sont des études qui ont inclus, dans la plupart des cas, des patients traités par interféron et ribavirine, parce que forcément, on n'a pas de recul très important pour l'instant avec les antiviraux directs. Donc il y a cette étude de Van der Meer qui a regardé le risque de complications chez 1000 patients répondeurs virologiques long terme, cirrhotiques ou pré-cirrhotiques, avec un suivi de 8 ans. Donc là, on a vraiment des renseignements intéressants. Alors, en termes de survenue du carcinome hépatocellulaire, ils ont retrouvé des prévalences de 1,8% chez les pré-cirrhotiques et 8,7% chez les cirrhotiques. En termes de décompensation de cirrhose, 4% chez les pré-cirrhotiques et 16% chez les patients cirrhotiques et 2% de décès. Alors ce qu'on voit sur le graphique, le premier graphique, c'est que l'incidence cumulée d'événements cliniques est beaucoup plus importante chez les patients cirrhotiques que chez les patients pré-cirrhotiques. Mais il n'est pas nul non plus chez les patients pré-cirrhotiques, donc attention dans ces deux populations. Et puis on voit également sur le graphique de droite que l'incidence cumulée des carcinomes hépatocellulaires varie aussi en fonction de l'âge. Et effectivement, dans cette étude, les facteurs de risque de développement du carcinome hépatocellulaire étaient l'âge, une thrombopénie et le diabète. Donc attention, surveillez encore plus précautionneusement les patients qui sont âgés de plus de 60 ans. Et puis ne pas relâcher la surveillance après la réponse virologique prolongée. On a encore des carcinomes hépatocellulaires et on a encore des décompensations de cirrhose. Des données qui sont corroborées par un deuxième travail chez les vétérans. Tout à fait. Alors ce travail a ciblé plutôt le risque de carcinome hépatocellulaire dans une série qui est assez impressionnante, hein, c'est la cohorte des vétérans, 33 000 patients traités, plus de 10 000 patients répondeurs virologiques long terme, avec les courbes que vous voyez, c'est-à-dire qu'en vert, chez les patients non cirrhotiques, le risque de carcinome hépatocellulaire était très faible. Mais chez les patients cirrhotiques, on a un risque qui est important et qui évolue au cours du temps, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'arrêt du traitement. Alors, ce qui est important aussi dans cette étude, c'est d'avoir identifié des facteurs de risque prédictifs de la survenue de ces carcinomes hépatocellulaires. On va retrouver, comme attendu, le fait d'avoir une cirrhose. On va retrouver de nouveau l'âge, comme dans la série précédente, avec des cutoffs qui étaient à peu près les mêmes. Plus de 65 ans, le risque est vraiment important. Et puis, on va retrouver aussi le diabète. On va retrouver aussi la surconsommation d'alcool. Et puis, l'origine afro-américaine qui ressortait dans cette étude. Et on a des données françaises? Oui, tout à fait. Alors on a des données françaises qui découlent de l'étude Servir, qui retrouve un risque résiduel de carcinome hépatocellulaire après guérison analogue aux séries précédentes, c'est-à-dire à peu près 1% d'incidence annuelle. Donc le risque est diminué, mais il n'est pas nul. Il y a 3 points importants dans cette étude. La première, c'est l'amélioration de la survie sans événement hépatique chez les patients répondeurs virologiques long terme. Alors ça, c'est quelque chose qui était assez attendu. Le deuxième point était moins attendu, c'est le fait d'avoir pu montrer une amélioration de la survie sans événement extra-hépatique. Alors ça, c'est beaucoup plus important et ça concerne probablement les événements cardiovasculaires. Et puis le troisième point, c'est d'avoir mis en évidence l'influence du syndrome métabolique dans la survenue du carcinome hépatocellulaire chez les patients guéris virologiquement. Si on regarde la courbe de droite, vous avez donc 4 courbes. Il faut regarder les 2 qui sont en bas. La courbe verte qui concerne les patients guéris virologiquement avec syndrome métabolique et la courbe bleue tout en bas qui concerne l'incidence de carcinome hépatocellulaire chez les patients guéris virologiquement mais sans syndrome métabolique. Et là vous voyez que le fait d'avoir un syndrome métabolique va augmenter l'incidence du carcinome hépatocellulaire. Donc ceci souligne le fait qu'il faut poursuivre la surveillance chez tous les patients cirrhotiques pré-cirrhotiques, qu'il faut dépister d'après ces 3 études le syndrome métabolique, la consommation d'alcool et les prendre en charge. Donc, si j'ai bien compris, le message que tu souhaites faire passer, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui sélectionner des patients à risque nul et il faut continuer de surveiller tout le monde jusqu'à preuve du contraire. Exactement, en attendant d'avoir vraiment des critères très précis qui peuvent nous permettre de différencier, enfin au moins d'individualiser des patients qui auront un risque comparable à celui de la population générale. En tout cas, ce n'est pas le cas des patients cirrhotiques et pré-cirrhotiques actuellement. Merci Hélène.
Alexandre, le retour. Tu joues à domicile. Tu veux commencer par les données d'épidémio. Des petites données d'épidémio sur la stéatopathie métabolique. Alors, on n'a pas tant de données que ça, bizarrement, pour une maladie qui est décrite comme fréquente. Puis ce travail de Younossi, finalement, s'est intéressé à la modélisation de l'influence de la stéatopathie métabolique au niveau mondial, mais avec, on va dire, une attention toute particulière sur les États-Unis et l'Europe. Alors, je ne vais pas détailler de manière précise les chiffres donc, de prévalence que vous voyez. Donc, on est à 24% en Europe, 24% aux États-Unis. Et vous voyez sur le tableau qui est en bas les cas prévalents annuels de stéatopathie métabolique aux États-Unis et dans 4 pays européens, que sont l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Vous voyez qu'on est dans des chiffres qui se comptent en fait en millions. Donc c'est une maladie fréquente, c'est une maladie qui est amenée à augmenter étant donné finalement les problèmes de règles hygiéno-diététiques et l'épidémie d'obésité. Et si on regarde de manière un petit peu plus précise en ce qui concerne l'aspect financier en fait de tout ça, alors les auteurs ont cherché à modéliser le coût que ça va avoir. Finalement, c'est cette augmentation de la prévalence de la stéatopathie métabolique. Alors bien sûr, vous voyez des différences entre les pays qui sont importantes, puisque le coût de la santé, ou plutôt de la mauvaise santé, n'est pas le même en fonction des différents pays qui ont été évalués. Le coût en France est différent de manière tout à fait nette par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui est la colonne qui est à gauche de la France, mais vous voyez qu'on parle effectivement de sommes d'argent qui sont assez colossales et ça va se compter en millions, en centaines de millions, en milliards d'euros dans les années à venir. Alors c'est vrai que c'est un peu abstrait, forcément, ça ne parle pas forcément directement, mais on a maintenant des travaux de modélisation qui sont intéressants et qui nous permettent d'évaluer le poids épidémiologique de ces maladies-là. Oui, des chiffres qui se passent quasiment de commentaires, si ce n'est quand même que l'hépatologie a un avenir finalement. Oui, l'hépatologie a un avenir parce que même si l'hépatite C n'est plus là, eh bien, on continue à boire et à manger, à boire pas que de l'eau et à manger pas que des carottes râpées. Et justement, quand on ne mange pas que des carottes râpées, on est susceptible d'avoir une stéatopathie métabolique et vous savez qu'on est un petit peu démuni en termes de molécules d'action pharmacologique directe démontrée pour notamment améliorer les lésions histologiques des conséquences de l'accumulation de graisse au niveau du foie. Alors ce travail, c'est un travail qui donc, a été publié dans le Lancet, qui a testé le liraglutide, donc est une molécule analogue du GLP-1, de l'incrétine. Dans le cadre de cet essai randomisé avec, vous voyez, des effectifs de quelques dizaines, donc on est quand même sur un nombre de participants qui est relativement limité, malgré tout, l'administration quotidienne sous-cutanée de liraglutide faisait beaucoup mieux que le placebo. Alors, plusieurs manières de voir les résultats et plusieurs éléments à souligner. Le premier point, c'est que quand on regarde la deuxième courbe, eh bien, on observe dans le bras liraglutide, c'est la courbe bleue, une diminution plus importante des transaminases par rapport au groupe placebo. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et quand on regarde finalement quel peut être le mécanisme responsable de ça, c'est la courbe du haut, mais on se rend compte que les patients qui sont sous liraglutide ont une réduction pondérale qui est importante, alors que les patients qui sont traités simplement par le placebo, eh bien, n'ont pas de modification significative du poids par rapport à l'inclusion dans l'essai. Il est très vraisemblable que le liraglutide joue un rôle de par les voies métaboliques qui sont allumées, si on peut dire, par l'incrétine et ses analogues, mais aussi et surtout par la perte de poids. Alors, il faut souligner aussi un point qui me paraît très important, c'est que le liraglutide est une molécule qui a l'autorisation de mise sur le marché dans le diabète, mais dans cet essai, il n'y avait qu'un tiers de patients qui étaient diabétiques. Donc les patients non diabétiques, avec stéatopathie métabolique, ont tiré bénéfice de ce médicament. Alors l'autre point qui nous rassure énormément dans cette étude, bien que les effectifs effectivement soient limités, c'est que la tolérance du liraglutide est exactement la même que le placebo.
Et le critère de jugement qui nous intéresse tous, c'est l'amélioration histologique. Et vous voyez dans le tableau une diminution nette des signes histologiques de stéatopathie métabolique. Donc c'est certainement une stratégie intéressante qu'il va falloir confirmer, bien sûr, dans un essai avec des effectifs plus importants. Mais étant donné qu'on est complètement démuni d'un point de vue pharmacologique, le liraglutide est quand même une molécule à tester. De même que d'autres molécules qui sont soit en cours d'essai de phase 3, soit pour qui l'essai de phase 3 va débuter. Je pense à l'élafibranor, donc l'agoniste PIPAR, je pense à l'acide obéticolique, l'agoniste Effixer, et d'autres molécules qui vont être testées dans les mois qui viennent. De nombreux essais de phase 3 en France actuellement dans les centres. Effectivement, oui, pas mal. Et je crois que si vous avez des patients qui ont des stéatopathies particulièrement importantes d'un point de vue histologique, qu'ils aient ou non une répercussion biochimique significative. Parce qu'avec les transaminases, ce n'est pas toujours le marqueur parfait de la stéatopathie métabolique. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher d'un centre inclueur proche de chez vous, parce que c'est clairement des patients qu'on peut inclure dans des essais avec des stratégies moléculaires qui sont quand même très très séduisantes. Tu voulais nous dire un mot sur ce très beau travail français? Ben oui, parce que en fait, c'est un travail rennais qui en fait s'est posé la question de savoir si les saignées étaient utiles dans les pathosidéroses dysmétaboliques. Alors, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette pathologie. Alors, je rappelle rapidement que les pathosidéroses dysmétaboliques, c'est finalement une accumulation modérée de fer chez les patients qui ont un syndrome métabolique. Ça se traduit essentiellement par une hyperféritinémie, une augmentation modérée de la concentration hépatique en fer à l'IRM et un coefficient de saturation qui est normal ou très peu élevé. L'objectif était de randomiser les patients dans un bras de traitement par les saignées, avec un objectif analogue aux saignées dans l'hémochromatose génétique, dans l'hémochromatose de type 1, ou un traitement contrôle, c'est-à-dire pas de saignée. Alors, malheureusement, les résultats sont un petit peu décevants, c'est-à-dire que, comme on pouvait s'y attendre, les paramètres du bilan du fer ont été améliorés chez les patients qui bénéficiaient de saignées, c'était quand même un petit peu le minimum syndical. Malheureusement, le critère de jugement qui était l'amélioration du profil métabolique des patients n'est pas atteint et il n'y a pas de différence entre les patients saignés et les patients qui n'ont pas bénéficié de ces saignées. Donc, je crois que sur la base de cet essai, on ne peut pas recommander la réalisation de saignées chez les patients qui ont une hépatosidérose dysmétabolique. On n'a pas démontré que le fait de limiter l'accumulation de fer permettait de réduire une éventuelle progression d'une stéatopathie métabolique, un risque de cancer, prenant en compte notamment l'effet du fer dans la carcinogénèse hépatique. Donc pour le moment, le niveau de preuve pour proposer les saignées, effectivement, n'est pas suffisant et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas proposer. Ce qu'il faut souligner dans cet essai également, c'est que, outre le fait qu'il y avait beaucoup plus de fatigue chez les patients qui bénéficiaient des saignées par rapport aux patients qui bénéficiaient du traitement contrôle, eh bien, sur une analyse qui prenait l'ensemble de la cohorte, eh bien, le sous-groupe des patients qui perdaient du poids avait plutôt tendance à améliorer leurs paramètres métaboliques. Et on en revient finalement aux recommandations d'usage des patients qui ont une stéatopathie métabolique en termes de réduction pondérale et d'hygiène de vie, pour utiliser un terme simple. Donc tu es en train de nous dire qu'il faut remplacer la saignée par encore de l'exercice? Oui, effectivement. Plutôt que d'aller à l'établissement français du sang, il vaut mieux... si on y va, il faut y aller en courant ou en vélo, quoi. Donc on élargit un petit peu le... Oui, on élargit un petit peu le champ, toujours vis-à-vis de la réduction pondérale, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui démontrent le bénéfice de la chirurgie bariatrique. Alors pourquoi ? Parce que les patients perdent difficilement du poids, les patients qui ont une stéatopathie métabolique, les patients qui sont diabétiques. Et je voulais quand même vous parler de cette étude qui est sortie dans un petit journal, le New England Journal of Medicine, qui en fait a randomisé les patients diabétiques. Donc c'est un essai quand même avec des données à 5 ans, donc des données à moyen terme. Les patients donc, qui étaient tous diabétiques, qui avaient des IMC entre 27 et 43, étaient randomisés entre un traitement médical dit maximal, on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans, et une chirurgie bariatrique qui était soit un bypass, soit une sleeve gastrectomie. L'objectif était le bon contrôle du diabète et une hémoglobine glycosylée qui était en dessous de 6%. Alors,
D'emblée, on peut dire que les patients décrivaient avec une échelle dédiée une amélioration de la qualité de vie quand ils étaient opérés. Donc ça, c'est quand même un élément positif. Et puis, vous voyez l'amélioration de l'hémoglobine glycosylée, donc c'est la figure de gauche, la figure A, dans les 2 bras chirurgie par rapport au traitement médical classique qui en fait est les points pointillés, la courbe du dessus. En miroir, l'effet sur l'indice de masse corporelle, qui est donc la figure de droite, la figure C, avec une nette diminution de l'indice de masse corporelle chez les patients opérés. Et quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire, en ce qui concerne les histogrammes du milieu, vous voyez traitement par traitement, eh bien, le fait que les patients qui prenaient un certain nombre de traitements antidiabétiques, vous voyez, il y a l'insuline, il y a un certain nombre de traitements, que ce soit 2, 3 ou l'absence de traitement, eh bien vous voyez, il s'agit de la zone la plus foncée en bleu, eh bien que les patients opérés, que ce soit la gastrectomie ou le bypass, eh bien avaient dans une proportion importante, à la fin du suivi, au bout des 5 ans, plus de traitements antidiabétiques. 45% chez les patients qui avaient un bypass, 25% chez les patients qui avaient une gastrectomie, c'était 7% chez les patients qui avaient le traitement classique. Donc la chirurgie bariatrique, finalement, c'est un bon traitement du diabète, et ça va dans le même sens que les études qui ont été publiées dans beaucoup de centres différents sur le bénéfice histologique hépatique de la chirurgie bariatrique. On n'a pas réussi à te censurer sur l'alcool. Ben non, mais ça, c'est un petit dernier pour la route. Oui, la transplantation pour l'hépatite alcoolique, bon, vous savez que c'est un sujet qui est controversé, notamment dans les pays anglo-saxons qui sont très très réticents à proposer cette transplantation hépatique en procédure accélérée dans un sous-groupe de patients hyper sélectionnés qui, en fait, développaient un premier épisode de complication de la maladie alcoolique du foie sous forme d'une hépatite alcoolique ne répondant pas au traitement médical. Alors ça, c'est l'expérience donc de Baltimore qui vous est présentée ici, 17 patients transplantés comparés à des patients ayant une cirrhose alcoolique et qui bénéficiaient d'une transplantation avec 6 mois d'interruption de la consommation d'alcool. Pas de différence de survie, mais là on était à 6 mois, donc finalement on n'est pas très étonné de voir des chiffres de survie équivalents dans ces 2 indications de transplantation pour maladie alcoolique du foie décompensée. Ce qui est important de souligner dans cette étude, c'est le fait que le profil de reprise d'alcool n'était pas différent entre les 2 bras et que globalement, il n'y avait pas de reprise de consommation d'alcool plus à risque chez les patients qui n'avaient pas de période de sevrage suffisante avant la transplantation. Alors ce qui nous manque bien sûr, c'est les données à long terme. Et on aura besoin d'études, qu'il s'agisse d'études monocentriques ou d'études de cohortes multicentriques nationales ou internationales. Philippe M. de Lille. Je ne vois pas du tout de qui tu veux parler. On est entre nous. Est-ce que tu peux donner un scoop sur Quick Transplant, donc l'essai que vous avez coordonné? Oui, alors l'essai Quick Trans Achat est un essai multicentrique national, effectivement. National et belge aussi, puisqu'on a eu la chance d'avoir le soutien pour ce protocole de l'hôpital Erasme de Bruxelles et de l'hôpital de Liège, qui ont participé donc à cette étude. Alors l'étude est en cours, hein, on n'est pas encore arrivé à la date de point. L'objectif est de démontrer si la reprise de consommation d'alcool à 2 ans est différente entre les patients transplantés pour une hépatite alcoolique qui ne répond pas au traitement médical et les patients transplantés avec 6 mois d'arrêt de consommation d'alcool, transplantés donc pour une cirrhose alcoolique décompensée. Alors au total, on a 160 patients, hein, avec 62 patients qui sont transplantés pour une hépatite alcoolique qui ne répond pas au traitement médical. Actuellement, bon, on croise les doigts, actuellement on n'a pas de différence de reprise d'alcool. Alors il faudra bien sûr qu'on fasse une analyse à la fin de l'étude, hein, une fois que tous les patients auront atteint la date de point. Mais pour le moment, les données semblent effectivement plutôt rassurantes. Il y a un travail avec des résultats décevants? Oui, des résultats un peu décevants, malheureusement, pour cette étude, qui était une très bonne idée, hein, un travail de Christophe Moreno de l'hôpital Erasme à Bruxelles, un essai multicentrique franco-belge, essentiellement belge d'ailleurs. L'objectif était d'associer à la corticothérapie, qui est le traitement de référence de l'hépatite alcoolique sévère, une nutrition entérale pendant 15 jours, 14 jours très exactement, en comparaison à une alimentation classique avec éventuellement la possibilité d'utiliser des compléments nutritionnels.
Le critère de jugement principal, c'était la mortalité à 6 mois, mais malheureusement, il n'y a pas de différence sur la mortalité. Vous voyez, valeur du petit p qui est à quasiment 41%. Donc pas de différence du tout, pas de bénéfice de la nutrition entérale en plus de la corticothérapie. Alors il semble, dans une analyse de sous-groupe qu'on n'a pas en théorie de la possibilité de faire, puisque le calcul d'effectifs n'était pas fait sur ce critère-là, que les patients qui avaient plutôt tendance à avoir de bons apports nutritionnels survivent un petit peu mieux. Néanmoins, malheureusement, qu'il s'agisse de l'analyse en intention de traiter ou de l'analyse per protocole, puisque la tolérance de la sonde de nutrition entérale n'était pas toujours parfaite, mais il n'y a pas d'amélioration, malheureusement, de la mortalité suite à cette nutrition entérale. Donc c'est un peu décevant pour une stratégie pour laquelle on avait envie d'y croire. CBP pour cholangite biliaire primitive. Oui, alors la cholangite biliaire primitive de la voie biliaire du foie, un petit pléonasme, mais bon, c'est le terme, donc on va s'y plier. Alors dans la CBP, finalement, quand l'aciduxo n'est pas suffisamment efficace, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, même s'il y a un certain nombre d'études qui suggèrent que les fibrates, notamment le bézafibrate, ou le budésonide, pourraient, en l'absence de syndrome de chevauchement, j'entends, avoir tout de même un effet biochimique. Alors là, on s'adresse à l'acide obéticolique dans le cadre d'un essai de phase 3 qui fait suite à un essai de phase 2 qui avait été publié dans Gastroentérologie en 2015 avec donc cet agoniste FXR qui montre des résultats très intéressants. Alors finalement, le schéma de l'étude était le suivant, une randomisation en 3 bras, vous voyez les effectifs, à peu près 70 patients par bras, une première phase en double aveugle, placebo, acide obéticolique à 5 mg avec une augmentation à 10 mg au bout de 6 mois si la tolérance était bonne. Et le troisième bras, c'était 10 mg d'emblée. Alors vous voyez dans la phase en double aveugle que le critère de jugement qui était défini dans cette étude par des phosphatases alcalines inférieures à 1,67 fois la normale avec une baisse de 15% ou plus par rapport à l'inclusion, en association avec une bilirubine normale, eh bien ce critère de jugement principal était atteint plus fréquemment chez les patients traités par l'acide obéticolique par rapport aux patients traités par le placebo. Alors on souligne que dans cette étude, il y avait plus de 90% des patients qui étaient traités par acide ursodésoxycholique et on signale aussi dans cette étude qu'il y avait une stratification qui était effectuée sur les critères de réponse à l'acide urso, c'est-à-dire les critères de Paris, c'est les critères de Paris 1 dans cette étude. Et ce qu'il faut souligner également, c'est que dans la phase qui est mentionnée en bleu pâle, donc la deuxième partie de l'étude, la phase ouverte, eh bien, les patients qui étaient traités par le placebo et qui ensuite prenaient l'acide obéticolique, eh bien, progressivement rattrapaient en termes de pourcentage de réponse avec le critère du jugement principal qu'on a évoqué, eh bien, ces patients rattrapaient les patients traités par l'acide obéticolique depuis le début. Donc c'est très encourageant. Il faut tout de même mettre un petit bémol pour tempérer un petit peu l'enthousiasme, c'est que c'est une molécule qui est globalement bien tolérée, à l'exception du prurite, qui est quand même un élément particulièrement préoccupant pour des patients et des patientes qui se grattent déjà beaucoup en raison de la CBP. Alors il semble que le traitement qui entraînait le moins de prurite était le schéma en débutant à 5 mg, avec ensuite une augmentation de posologie à 10 mg, si la posologie de 5 mg était bien tolérée. Et c'est vraisemblablement vers ça que se dirige l'AMM, qu'on devrait avoir dans très peu de temps. Actuellement, cet acide obéticolique dans le nom commercial est Ocaliva, est disponible dans le cadre d'une ATU de cohorte en France chez les patients qui ne répondent pas à l'acide ursodésoxycholique sur des critères de réponse validés, que sont les critères de Paris 1 et de Paris 2. Et l'occasion peut-être de passer un message, il y a les résultats de l'observatoire NGH qui suggèrent quand même qu'on sous-estime nos répondeurs, oui, et qu'il faut bien regarder ces critères justement parce que... Absolument. Non, la réponse biochimique, c'est vraiment 1 an. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à être probablement faussement rassuré de voir un patient
ou une patiente, puisque c'est surtout des patientes, avec des taux de phosphatase alcaline qui baissent de manière très importante par rapport à l'instauration du traitement. Tous les travaux de l'équipe de l'hôpital Saint-Antoine de Christophe Courpechot et Olivier Chazouillère démontrent que quel que soit le taux de phosphatase alcaline au début du traitement, le fait d'avoir des phosphatases alcalines, notamment supérieures à 1,5 fois la normale au bout d'un an, à ces critères de Paris 2, eh bien c'est associé à un risque d'événement hépatique ensuite. Donc il faut les identifier et il faut leur proposer un traitement de seconde ligne, maintenant qu'on en a un qui semble montrer une efficacité intéressante. Très bien. Flash info sur différentes recos. Oui, flash info rapide pour vous dire que le SL a bien travaillé en 2016, un peu mieux que la SLD. Beaucoup de recommandations qui sont disponibles sur les sites internet que je vous fais figurer dans le bas de la diapositive. Pour la SLD, c'est les recommandations sur l'hémorragie digestive par hypertension porte. Des recommandations qui sont très bien faites, qui sont très pratiques, faciles à lire. Et puis, vous voyez, beaucoup de recommandations européennes avec des sujets extrêmement variés, avec peut-être quelque chose qu'on a parfois un petit peu tendance à laisser de côté, nous autres hépatologues, peut-être à tort, c'est le traitement des lithiases biliaires. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est de la pratique de tous les jours. Les recommandations européennes sont parues, elles sont bien faites là également, et elles font vraiment un état des lieux très précis de tout ce qui se fait et tout ce qui doit se faire dans la prise en charge de la lithiase biliaire compliquée. Très bien. Alors pour ce qui est du reco, la transition est toute faite. Avec la dernière diapo de cette webconférence, c'est qui reprend sur cette diapositive en fait l'agenda de l'actualité AFEF 2017. Alors vous les attendez tous et toutes les recommandations AFEF pour la prise en charge du virus de l'hépatite C attendues pour le premier trimestre 2017. Il y aura également la création d'une commission jeunes hépatologues au cours du premier semestre de cette année. Très importante aussi la date du 7 juin 2017 où vous aurez une journée de retour sur les recommandations AFEF, indication de la transplantation hépatique chez l'adulte et aussi chez l'enfant. Le lancement du site internet AFEF grand public attendu pour le début du deuxième semestre. Le congrès habituel AFEF à Nice cette année, début octobre. Et peut-être aussi déjà probablement au cours du congrès, les recommandations AFEF pour la prise en charge des maladies vasculaires du foie, ce sont des recommandations AFEF et HAS. Merci à nos deux experts, merci à tous d'être restés jusqu'au bout et à l'année prochaine. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.